Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce débat inaugural de la semaine interétablissement Identité partagée. Bienvenue au lycée Jules Siegfried. Nous allons commencer à vous présenter le débat qui a été préparé dans les 2 heures précédentes par une quarantaine d'élèves de différents établissements du Havre, venus ici pour échanger pendant le temps d'un après-midi sur la question des identités et des réseaux sociaux. Le thème du débat qui va vous être présenté est le suivant. Net ou ne pas être, sommes-nous esclaves de nos identités sur les réseaux sociaux? Pour préparer ce débat, les élèves ont eu 2 heures au cours desquelles ils ont exploré une quantité d'informations qui avaient été rassemblées par leurs enseignants pour s'imprégner de connaissances générales, qu'elles soient historiques, philosophiques, sociologiques, économiques, sur la question des réseaux sociaux et de l'identité. Vous êtes par ailleurs arrivés avec vos connaissances, votre expérience, votre vécu des réseaux sociaux. Chaque personne ici présente arrive avec son identité pour pouvoir la mettre en débat et en partage. Le but de ces échanges va être de permettre à ces élèves qui ont travaillé en groupe d'échanger les uns avec les autres sur des postures antagonistes. Certains défendront le oui, d'autres le non. Mais ce sera surtout l'occasion de parvenir ensemble à une meilleure compréhension collective de ce que notre identité, nos identités, devient sur et à partir des réseaux sociaux. Pour cela, nous allons avoir un temps d'échange où le public lui-même sera actif, puisque sur scène vont être appelés dans un instant 6 élèves, avant que l'on rappelle les règles du débat. Mais ces élèves ne sont que les porte-paroles de leur groupe qui sera lui-même actif dans la salle avec des ardoises que vous n'oublierez pas de brandir pour rappeler les arguments que vos camarades doivent rappeler, pour pouvoir leur souffler des objections. Bref, vous êtes tout autant sur scène que nous, même si vous êtes assis derrière les caméras. On va à présent appeler les 6 participants du débat. Alors, pour défendre la position du contre, nous allons avoir Astou de Gérard Philippe, qui peut nous rejoindre sur le plateau. Là, c'est ça, hein, à droite. Nora du collège Vallon. Et Zénep du collège Varlin. Pour la position du pour, nous allons avoir Noah du lycée Siegfried. Esma du collège Vallon. Et enfin, Océane du collège Varlin. Je laisse la parole à Madame Bouillanzère pour rappeler les règles de fonctionnement du débat. Alors, du coup, pour bien débattre, on va partir sur certaines règles. Donc déjà, pour les personnes qui vont représenter justement leur équipe, de bien prendre la parole, mais en respectant celle des autres. Donc pour ça, vous nous ferez signe quand vous avez des arguments ou que vous voulez prendre la parole. Et en tant que modérateur, eh bien, on vous laissera la parole au fur et à mesure. On prendra les noms. Ensuite, n'hésitez pas aussi à bien regarder le public qui est en face, puisque ils sont aussi acteurs du coup de ce débat. Et les élèves qui sont en face, n'hésitez pas aussi à utiliser les ardoises pour aider vos camarades. Donc, en rouge, normalement, on a le contre, et en bleu, on doit avoir le pour. Voilà. Donc, du coup, quand vous verrez les arguments en rouge, ceux qui sont pour le contre, là, vous pourrez les utiliser s'ils vous parlent pour essayer de vous débloquer dans vos argumentations. Ah, on me dit que c'est l'inverse, c'est ça, Noah ? D'accord, ok. Bon, très bien. Il y a eu un couac. C'est pas grave, très bien. On va pas dans le cliché, le rouge, c'est pas le contre. Alors, voilà, prenez la parole, du coup, n'hésitez pas, et on va avoir un beau moment.
j'espère. Et après l'échange qui aura eu lieu sur scène, évidemment, on aura un petit moment qui se passera hors caméra pour, avec les participants, reprendre aussi un petit peu de manière plus conviviale ce qui a pu se passer cet après-midi globalement. Mais merci dans tous les cas d'avance pour votre participation. Et place à la discussion. Alors, la discussion va commencer. Le groupe qui le souhaitera pourra commencer à prendre la parole. Peut-être resituer le débat en quelques phrases avant, pour vous donner l'occasion de démarrer. Je rappelle pour les personnes qui nous suivent sur écran que avant les préparations, on a regardé aussi une vidéo ensemble qui pouvait nous donner à réfléchir sur l'identité que l'on véhiculait sur les réseaux sociaux, nous qui cherchons toujours à paraître d'une certaine manière aux yeux des autres. Est-ce que ce que nous semblons être sur les écrans correspond à ce que nous sommes vraiment ? Est-ce que ce que nous devenons sur les écrans nous appartient ou est-ce que cela nous échappe ? Est-ce que nous sommes finalement esclaves de nos identités sur les réseaux sociaux ? La parole est aux participants qui souhaitent commencer à s'exprimer. Je rappelle que le but de ce débat est de faire un échange d'arguments, étayés d'exemples. Vous pourrez aussi mobiliser quelquefois votre propre expérience. Le premier pas est peut-être plus difficile, mais après, vous vous entendrez, vous vous répondrez, bien sûr. La place est à vous. Noah. Moi, j'aimerais juste aborder certains sujets. Moi, j'ai vu que dans les arguments que vous pouvez avoir, il y avait la manifestation. Donc, il y avait la facilité à accéder à cette manifestation. Donc, oui, ça peut aider. Mais en soi, les réseaux sociaux, ça peut aussi être néfaste pour ces manifestations. Donc, cette haute accessibilité aux manifestations, ça peut se traduire par les casseurs qui peuvent plus facilement venir s'incruster dans ce genre de manifestation. Donc, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Donc là, j'ai tiré ça d'une source de Germaine Gauthier, donc qui écrivait ça, a parlé de la facilité à s'organiser, à bloquer et à manifester. Et du coup, cette facilité se traduit aussi par une accessibilité aux casseurs. Donc on l'a vu, il y a eu beaucoup de dégradations, notamment sur les Champs-Élysées à Paris. Donc moi, j'aimerais aborder ce sujet avec le parti contre. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, vis-à-vis de ça ? Donc on avait ici un premier argument pour dire que oui, sur les réseaux sociaux, ce qui se passe peut quelquefois nous libérer, mais ça a aussi un certain nombre d'inconvénients. Qu'en pensez-vous en face ? Est-ce que ces inconvénients-là sont à la hauteur de ce que vous avez à objecter ? Alors, n'hésitez pas, ceux qui sont pour justement pour l'objection là, n'hésitez pas à vous dire que vous pouvez aussi donner des arguments différents. Là, il y a un argument qui a été évoqué effectivement sur voilà sur les émeutes ou sur les manifestations, etc. Et du coup, peut-être que vous avez d'autres choses à dire qui iraient dans le sens plutôt positif. De l'aspect des réseaux sociaux. D'accord ? Alors déjà, il n'y a rien qui prouve que les réseaux sociaux ils ont un rapport avec ça. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a plein de... Comment dire ? Il y a plein d'opportunités qui nous ouvrent, c'est-à-dire qu'on est plus proche... On est plus proche de, des personnes. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des personnes de d'autres pays, ce qui nous rapproche d'une autre langue. Par exemple, l'anglais qui est international, mondial plutôt, qui... je sais pas comment dire. Qui nous... comme on est à l'école, on apprend l'anglais, ça nous rapproche, donc on va avoir plus
de facilité à apprendre l'anglais. Il y a le savoir d'acquérir. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui s'appelle Hugo Decrypt qui a fait un réseau social qui a créé ses réseaux sociaux pour s'approcher de la jeunesse, c'est-à-dire que informer la jeunesse sur tout ce qui passe. Du coup, c'est Alors, on a l'idée que du coup, les réseaux sociaux, ça représente une source d'information qu'on n'avait pas jusqu'alors, qu'on n'avait pas avant l'invention des réseaux sociaux, que ça donne accès aussi donc, à des connaissances, à des informations, et donc que ça représente une ouverture au monde, que ça représente aussi une ouverture à des cultures, à des personnes, à des langues, que c'est donc une belle opportunité d'ouverture. Est-ce que vous voulez compléter cet argument ou laisser la parole à l'autre position? OK. Qui souhaite intervenir? C'est toujours les premières interventions les plus difficiles. Esma? Je peux parler d'un autre sujet? Oui. Par rapport aux identités. Oui, on est... enfin, je suis pour. Donc oui, on est esclave. On est dépendant des réseaux. Donc on est entouré par les réseaux, plutôt nous qui sommes les adolescents. Et puis on s'oblige à créer notre identité pour intégrer la société, pour au final se fondre dans la masse. On préfère être dans le troupeau que de se faire distinguer. Donc on se crée une identité, comment dire, mieux que la nôtre, ou faire en sorte d'être dans la société, enfin avoir ces critères que les autres veulent voir. Donc oui, on est totalement esclave. Alors là, je pense que le contre a probablement des choses à dire par rapport à ça. Donc non, on n'est pas esclave de nos identités sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, je pars du principe où quand on est sur les réseaux sociaux, on est conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on poste et de ce qu'on laisse derrière nous. Et ça permet aussi de développer sa propre identité. Donc grâce aux commentaires de nos amis, les jeunes peuvent tester ce que les autres n'apprécient pas. Et ça contribue de façon essentielle à la construction de notre propre identité, outre la famille, l'école ou les enfants du même âge. Donc les réseaux sociaux constituent ainsi une instance de sociabilisation. Ouais, je pense. Là, par exemple, nous avons le témoignage d'Anaïs, une lycéenne âgée de 16 ans. J'ai créé mon compte, j'ai posté une photo de moi, de ma tête plus précisément. Mes abonnés m'ont complimenté, ont liké et commenté. J'étais contente, j'ai appris à avoir confiance en moi, grâce aux commentaires qu'on laissait sur mes publications, du genre « t'es magnifique, t'es belle, ton corps est incroyable ». Depuis, je ne quitte plus les réseaux. J'y suis tout le temps. C'est plus qu'une passion, c'est ma vie. Donc là, en fait, ça lui apporte du bien. Enfin, ça l'aide beaucoup et ça l'aide à avoir confiance en elle. Aussi, les réseaux sociaux, ça, comme elle a dit, ça permet d'avoir confiance en nous. C'est-à-dire d'avoir des compliments, ça peut peut-être nous préparer à la société. C'est-à-dire que, comme je disais, il y avait quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a créé un compte pour rapprocher les jeunes des médias. Et que avoir les réseaux sociaux, c'est pas seulement des points négatifs, c'est surtout des points positifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme nous, on passe la plupart du temps sur les réseaux sociaux, c'est que d'avoir des comptes comme ça,
de les voir un peu partout si on les regarde continuellement, c'est-à-dire tous les jours on aura une petite information qui pourra nous aider. Ça, on peut acquérir des connaissances, du coup gagner sa propre identité, s'informer et trouver surtout ce qu'on ne pourrait pas trouver sur la télé, parce qu'on sait très bien la télé ça n'a pas toujours été bien situé, surtout que on se dit que les gens à la télé nous mentent, c'est-à-dire que quand même il y a des réseaux qui sont pas des réseaux, comment dire, pas des séries mais comme BFM TV, etc., qui sont racistes, et montrer ça à un enfant, ça pourrait juste changer ce qui ne devrait pas être. Et ça apporte... On peut rencontrer des gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire que peut-être dans la rue, on ne va pas se présenter à quelqu'un ou enfin se représenter à quelqu'un, mais sur les réseaux sociaux, on peut trouver une personne qui nous ressemble, qui peut nous allier à la... Par exemple, quelqu'un qui est de la même religion que moi, ça va m'apporter quelque chose qui peut-être que j'aurais pas eu si j'aurais été sur la télé ou autre chose. Et on peut se sentir en sécurité avec ces personnes, parce que si cette personne nous donne assez de confiance, assez de maîtrise de soi-même, confiance en soi, etc., bah, tout ça peut, au final, ça nous enferme pas sur les relations, on n'est pas esclave, parce qu'on choisit ses amis, et c'est surtout que des amis, j'ai envie de dire qu'on voit vraiment, pour moi, on voit vraiment ce qu'ils ont, et c'est pas comme dans la vraie vie où on peut pas choisir ce qu'on a. Peut-être le camp du non. Vous avez parlé de la richesse, de l'ouverture aux autres, des relations aux autres, mais aussi de la confiance en soi, des compliments, des likes. Peut-être que certains participants du oui auraient quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, par exemple, les compliments, des fois, c'est gentil, mais par exemple, on va dire un truc de négatif, la personne va essayer de changer pour plaire aux gens. Et ça veut dire qu'on est esclave. Et puis, on parle de likes, on parle de posts, et ça fait qu'on dépend de ça. On veut recevoir les compliments des autres, et puis c'est pas... Ils like, les gens like les posts, les commentaires qu'on met de l'identité que nous avons créée. Ça fait que nous sommes dépendants de ce qu'on fait. Et puis, cette identité devient nous, et puis on se perd dans ça. On a plusieurs identités, on s'en crée, et puis on est esclave de ça. Qu'est-ce que vous dites Carrément d'accord, là. Puis, il y a la bulle des filtres aujourd'hui. Donc on est bloqué dans les réseaux sociaux, on a envie de se sentir intégré dans ces réseaux sociaux. Mais on a vu le cyberharcèlement qui s'est développé. C'est un fléau parmi les jeunes maintenant en France et dans les autres pays. Même si en France maintenant il y a des choses qui sont activées, mais c'est pas suffisant à mon sens pour empêcher ce genre de cas. Alors Noah, tu as parlé de bulle de filtre. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste pour des gens qu'on n'aurait jamais entendu parler ? La bulle de filtre, ça va isoler notre vision des horizons. Ça va proposer seulement des contenus pour plaire. C'est dans l'envie seulement de plaire aux gens. Donc peut-être on va être dépendant de ces compliments qu'on va pouvoir recevoir, dépendant de contenus concrets. Et puis, on se lance dans les réseaux, au final, pour éviter de se faire rejeter. Tout le monde est dans les réseaux sociaux, tout le monde a une nouvelle identité, donc on se lance sans savoir qu'est-ce qui va arriver au final. Et puis, quand on est adolescent, on a le besoin de se faire valider par les autres pour se valider soi-même après. Et aussi, par exemple, quand on est sur les réseaux sociaux,
on a beaucoup plus de chances de se faire harceler. Et parce que à l'époque, on n'avait pas de téléphone et tous les appareils. Mais maintenant, quand on rentre chez nous, on peut se faire harceler chez nous, à l'école et même au travail ou n'importe à quel endroit. Et à cause de ça, c'est... Voilà, c'est... C'est l'idée que le harcèlement s'arrête plus à la sortie de l'école, qui continue avec les réseaux sociaux en fait toute la journée, c'est ça, toute la nuit, qu'il n'y a plus de fin avec parce que le harcèlement se prolonge sur les réseaux sociaux. Est-ce que le camp du contre souhaite répondre à ça ou à un autre argument qui a été avancé? Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est pas pour plaire seulement, c'est juste pour s'affirmer en fait, pour avoir confiance en soi. Pas juste pour plaire aux gens qui nous regardent à travers le monde. Donc voilà ce que je veux dire. Comme ma camarade l'a souligné, sur les réseaux sociaux, on apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur ce qu'on aime, ce qu'on poste, et sur notre fil d'actualité. Et en fait, toutes ces choses-là peuvent nous faire découvrir des facettes de nous-mêmes que l'on ne connaissait pas avant. Donc, comme elles ont dit, oui, c'est une manière de s'affirmer, une manière de s'engager, parce que peut-être que dans la vraie vie, on ne s'engagera pas, parce que le contact humain, ça peut effrayer beaucoup de personnes, surtout que dans la vraie vie, c'est des vrais regards, c'est derrière un écran, c'est... du coup, c'est plus facile, c'est plus... on va pas voir des gens qui nous regardent, par exemple, une personne qui nous regarde continuellement, c'est oppressant. On est plus à l'aise, on est plus libre de soi. Et quand on fait un compte, on est libre de poster, de ne pas poster, de retirer des commentaires, de les signaler, de les bloquer, de s'en ficher, oui, c'est pas très français tout ça. Il y a la facilité d'expression, parce que comme on voit là à l'oral, c'est pas trop ça. Mais par exemple, imaginons on reçoit un message qui peut-être va nous toucher, va nous procurer une émotion certaine. On va avoir du temps pour y répondre, pour savoir qu'est-ce qu'on pourra y répondre, alors que devant soi, on doit réfléchir, on n'a pas beaucoup du coup de temps de réflexion. Et on est libre on est responsable de ce qu'on fait, à part à un certain âge peut-être, mais... sur les réseaux sociaux, il y a plein de hashtags qui sont mis en place, body positif, MeToo, qui regroupent une certaine communauté où les gens peuvent s'entraider, dire ce qu'ils pensent de eux qui sont... Enfin, en fait, on se relie, ça fait un groupe de personnes qui peut-être peuvent s'entraider et qui partagent les mêmes problèmes, les mêmes sentiments, les mêmes expressions peut-être, même origine, même plein de choses. Donc on peut peut-être du coup créer des groupes comme ça sur les réseaux sociaux. Et il y a tout ça sur les réseaux sociaux qui nous fait faire des groupes et qui nous fait sentir bien parce que ce groupe nous définit et on peut soutenir des bonnes causes. Par exemple, je vais pas en souligner parce que bon, je pense qu'on n'est pas là pour là, mais on peut lancer des appels pour le cancer. Il y a plein de cagnottes, il y a plein d'aides pour les animaux où on peut republier, que les autres aident, et surtout que les associations sont rémunérées. Donc, si on aide tous un peu, ça pourra peut-être changer une vie, une histoire, ça pourrait rendre quelqu'un heureux. Et au final, on le fait par bonne volonté. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas seulement être enfermé, parce que je pense pas que c'est pas que ça. C'est vraiment, on se définit, on s'ouvre et on a plein de portes qui peuvent nous ouvrir parce qu'on est sur un réseau social et voilà quoi. Mais il y a aussi les arnaques sur TikTok, YouTube, surtout. Les arnaques, elles peuvent très vite être détournées. C'est-à-dire que quelqu'un se fait arnaquer, une autre personne va prévenir que
c'est une petite personne qui a par exemple une petite visibilité va le dire. Une grande personne une personne avec beaucoup de visibilité va le voir. Bah, ça peut faire très vite le tour et on peut très vite détourner l'arnaque. C'est comme dans la vraie vie, il y a vraiment des arnaques et les arnaques elles vont plus se propager sur les réseaux sociaux que. On va plus pouvoir les contourner sur les réseaux sociaux parce que l'image elle va plus vite dans tout le monde, alors que dire à ton voisin que l'arnaque elle est là, ça va juste pas être diffusé très vite. Et l'arnaque dans la vraie vie, elle existait déjà avant. Donc quoi que tu fasses, que tu sois sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, tu pourras pas détourner une arnaque. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu parlais des réseaux qui facilitent. Sur ça, oui, ça facilite. Comme c'est un métier, être sur les réseaux. Ça rapporte beaucoup, c'est beaucoup plus simple. Les gens voient une identité de toi qui n'est peut-être pas toi. Donc, par exemple, on peut prendre les influenceuses. Ils montrent des crèmes, des produits que eux n'ont pas spécialement testés, qui les mettent en vente ou font la pub de ces produits, alors que ça peut causer sont pas spécialement des bons produits, mais ils font la pub, ils gagnent de l'argent facilement et c'est une boucle infinie. Oui, évidemment, on peut pas croire à tout le monde parce que tout le monde n'a pas la bonne intention. Une arnaque, ça peut se propager de partout et puis qui va savoir quel produit est la bonne? Enfin, c'est une influenceuse qu'on aime, on veut lui ressembler, c'est pour ça qu'on va acheter ces produits et puis on veut s'intégrer dans la société. Les idées du don. Alors, on l'a vu en philosophie. Quand on fait un don, souvent on va être récompensé pour ce don. Donc c'est l'effet don contre don. Par exemple, quand on va offrir des dons aux pompiers, on va nous donner quelque chose pour avoir ce sentiment de fierté d'avoir donné à cette cause qui est bonne. Ça permet aussi la réduction des impôts. Très bon point. Il y a une réduction des impôts, donc ça donne envie de donner. Et puis ça peut faire bon genre. On essaye de se donner une image positive de nous. Donc des influenceurs ou influenceuses qui peuvent faire des dons pour leur image et pour dire nous sommes comme tout le monde, nous décidons de faire des dons pour soutenir cette cause ou celle-ci. Alors qu'en fait c'est juste une idée marketing. Et puis comme on peut voir sur plusieurs exemples, influenceurs, influenceuses, plus il y a de likes, plus c'est mieux, plus on se fait suivre, mieux c'est. Et puis c'est très simple de gagner de l'argent en étant influenceur. Et puis personne ne pourrait savoir qui vous êtes vraiment, que vous faites vraiment, que disiez-vous derrière cet écran. Souvent les arnaqueurs ils vont viser des jeunes qui sont pas à l'aise avec le sujet qu'ils utilisent. Les jeunes ils peuvent accéder à la carte bleue de leurs parents, les voler juste pour faire des dons. Les jeunes ils sont ciblés par beaucoup de choses. Il y a pas mal de communautés de youtubeurs ou d'influenceurs qui utilisent les jeunes afin d'accéder facilement à ces dons. C'est Anne ? Mais aussi, les arnaqueurs peuvent savoir où on habite et même nos amis et les personnes qu'on ne connaît pas, par exemple sur la localisation Snap ou savoir nos codes bancaires sur TikTok, des trucs comme ça. C'est vrai qu'on se fait suivre de partout. Les localisations, tout le monde le sait, sur tous les applis, on a validé toutes ces conditions qui sont la localisation, les photos qu'on prend, et puis ça peut tout de même devenir très dangereux. Donc, tout ça, ça fait que nous sommes bloqués, nous sommes des esclaves des réseaux sociaux. Le camp du non, ça peut peut-être reprendre un petit peu réagir à tout ce qui vient d'être dit. Il y a pas mal d'idées intéressantes qui ont été proposées aussi par le public. Oui, mais l'arnaque, c'est aussi pareil dans la société, c'est pas que dans les réseaux. Il y a la société aussi, il y a l'arnaque et tout.
Non, moi j'ai pas la même. Alors par rapport à ça, par rapport au fait que les arnaques, en fait, on les retrouve sur les réseaux sociaux comme dans le reste de la société, est-ce que vous avez quelque chose à répondre à cet argument qui vient d'être avancé? Qu'est-ce que changent finalement les réseaux sociaux? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce problème des arnaques, du fait que comme disait Noah, des adolescents, des jeunes puissent être aussi peut-être instrumentalisés, parce qu'on s'identifie à des youtubeurs, on s'identifie à des influenceurs. Qu'est-ce que ça change finalement les réseaux sociaux à ça? L'accessibilité. Enfin, plus de gens ont accès aux réseaux sociaux. Comme disait Anne. On a eu les informations dans le premier document. On nous dit que 2/3 des humains ont accès aux réseaux sociaux. Et honnêtement, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça ne serait pas aussi accessible. Par pigeon voyageur, on ne va pas pouvoir vraiment donner nos arnaques à grande échelle. Alors, vous avez parlé du coup de la question des arnaques, de la question du harcèlement. Il y a eu un moment où on a failli parler un petit peu de quelque chose aussi, c'était de l'identité numérique et de l'identité qu'on a au quotidien, dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous voulez prendre la parole à ce sujet concernant la thématique ? On n'est pas les mêmes sur les réseaux et dans la réalité. Est-ce qu'on n'est pas forcément les mêmes sur les réseaux et dans la réalité? Et est-ce que ça a un lien, ça, avec justement le fait d'être esclave ou pas esclave, justement, des réseaux sociaux? Oui, car parce qu'on essaye de donner une image qui n'est pas vraie. Et ça veut dire qu'on est esclave. Parce qu'on essaye de se changer pour donner une autre version de nous. Alors pourquoi on veut donner une autre version de nous sur les réseaux sociaux? Pourquoi notre image sur les réseaux sociaux ne correspond pas forcément à notre identité? Pour être à la mode. On m'a donné par exemple l'idée du maquillage, si j'ai bien compris. Donc sur Instagram, on va mettre le plus de maquillage, le plus de filtres pour paraître le mieux qu'on peut, notre meilleur profil. Après, dans esclave de notre identité numérique, on m'avait donné l'idée de Gabriel Attal. Il est homo, mais est-ce qu'il peut vraiment l'afficher sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il en a la liberté totale et pleine de pouvoir s'afficher sur les réseaux sociaux comme homo? C'est un peu un sujet tabou dans la société, hein, ce genre de choses. Même si ça s'améliore, ça reste un sujet tabou. C'est souvent les fonctions qui peuvent limiter. Donc là, on parle d'un ministre qui est bloqué par tout ça, parce qu'il ne peut pas affirmer pleinement ses opinions et s'affirmer tout simplement sur les sujets auxquels il veut prendre part. Très bien. Alors, le contre, du coup, le pour, pardon, s'est exprimé. On va laisser, du coup, un peu la parole, du coup, de ce côté-ci aussi. Je rebondis sur ce qu'Océane a dit. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu prends tes responsabilités, en fait, et c'est des choix. Donc, cacher son identité, c'est un choix. C'est toi qui décides de cacher ton identité et tu sais à quoi t'attendre, enfin, les conséquences. Donc, tu peux très bien être sur les réseaux sociaux en étant toi-même. Donc, en fait, c'est juste une question de choix. Oui, mais après, tu peux regretter. Ça arrive. Le regret, c'est éphémère, déjà. Et la société est en plein... Et c'est le plein cœur de tout ce que vous dites qui se passe sur les réseaux sociaux. Et une manifestation qui se passera sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut récolter de l'argent, elle se passera 10 fois pire dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y aura des dégâts sur les magasins. Comme on avait vu, Paris avait subi, on va dire, un état de purge, parce que c'était appelé comme ça, où Paris était en feu. Comme on voit très bien, je pense pas que tu peux mettre le feu sur les réseaux sociaux. Les dommages dans la vraie vie qui se sont passés, ça s'est passé seulement dans la vraie vie. Et sur les réseaux sociaux, à part afficher sur ta page que t'aimes pas ci, t'aimes pas ça,
et que le commentaire peut être supprimé, peut être bloqué, comme je l'avais dit avant. Et que Gabriel Attal, peut-être qu'il ne s'est pas affiché homosexuel sur les réseaux sociaux, mais il ne l'a pas fait, je pense, en plein public, devant toute la France. Il n'a pas réuni la France à Paris et dire « je suis homosexuel », il n'a pas fait ça. Donc qu'il le fasse sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, il l'a fait dans aucun des deux, c'est juste des personnes qui l'ont appris et qui ont diffusé l'information sur les réseaux sociaux. Et dans tous les cas, il ne l'a pas dit de lui-même. Donc qu'ils le disent d'ici ou d'ici, ça sera la même chose. Ça va ressortir et voilà. C'est une question de choix. Et moi, j'aimerais rebondir sur les regrets éphémères. Alors là, je ne pense pas. Parce que malheureusement, il y a le partage, il y a le screenshot. Tout est maintenant utilisé pour pouvoir partager ce genre d'informations. On peut publier que, n'empêche, 10 secondes et avoir quelqu'un qui a déjà screenshot, a déjà enregistré ou quoi que ce soit, qui nous empêche alors de supprimer l'image définitivement d'Internet. De plus, les réseaux sociaux gardent ces données pendant un certain temps. Je n'ai plus le nombre de temps exact, mais ils les gardent. Alors, est-ce qu'on est encore propriétaire d'ailleurs des données qui circulent sur notre identité à partir du moment où elles sont publiées sur les réseaux sociaux? Alors, Océane, tu souhaites réagir? Non. Pourquoi? Parce que je sais pas comment dire, mais oui, enfin, ils gardent nos informations et on peut plus, y a rien à y faire quand ils les ont. Il y a une élève dans le public qui a suggéré une notion, le droit à l'oubli. Est-ce que... D'accord. Nora ? Le droit à l'oubli, chaque chose dans les réseaux sociaux sont oubliées à un moment. Et même si elles sont... Moi, je souhaite parler des comptes privés, c'est-à-dire que tu peux très bien être sur les réseaux sociaux et en fait te créer un compte privé. Donc, je prends exemple TikTok, par exemple, et tu sélectionnes tes amis. Donc là, tu choisis qui peut voir tes vidéos, tes posts. Et en fait, quand tu es en public, c'est toi qui prends cette décision-là. Donc, c'est toi qui choisis. Et tu sais très bien que ça va être partagé, que ça va être vu par tout le monde. Donc, encore une fois, c'est juste une question de choix. Et il faut juste savoir prendre les bonnes décisions. Donc, quand tu te lances sur les réseaux sociaux, tu sais déjà à quoi t'attendre. Donc, Et on parlait du droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, du coup, comme on a droit à l'oubli, oui. Et par exemple, il y avait une influenceuse sur les réseaux sociaux qui avait parlé sur une chaîne d'information sur les réseaux sociaux, qui avait parlé que quand elle était plus jeune, elle avait fait confiance à quelqu'un qui malheureusement a screenshoté ses photos et que elle a grandi, elle a pu contacter quelqu'un avec sa mère, en parlant avec sa mère, et elle a pu contacter quelqu'un pour tout supprimer. Et peut-être que ces photos sont encore dans les mains de quelqu'un, mais cette personne a grandi et elle a dit que cette expérience, elle a pu la forger et lui montrer que, au final, même si elle a fait des erreurs quand elle était plus jeune, elle a grandi et ça l'a fait, on va dire, mûrir, si on peut dire les choses comme ça. Et puis tout à l'heure, tu disais que c'était notre décision. Mais je suis pas sûre que quand on clique sur OK, j'accepte ces conditions, on lit tout. Sur les réseaux, tous les photos qu'on prend dans notre, dans notre compte, personne ne peut les voir. On est bien d'accord. Il n'y a que toi qui les vois. Au pire, si tu les montres, si tu les envoies. Mais ces données, ces photos sont récoltées à la fin. Même si on les supprime, les données restent. Peut-être que nous, on ne peut pas les revoir, mais un hacker ou les gens qui ont cette application peuvent facilement les retrouver. Donc les données restent tout le temps. Et puis dans chaque application, les conditions, tellement ils sont longs, tellement ils sont petits, personne ne les lit. Vraiment, on les accepte sans savoir de quoi s'attendre.
Et pour dire que tout le monde a les réseaux sociaux, bah, même les collèges, certains collèges et lycées ont un compte TikTok, Instagram, et même, par exemple, je sais pas comment dire, mais pour dire que tout le monde a les réseaux. Et que, bah, par exemple, si on a un compte privé, à tout moment, bah, un ami va prendre un enregistrement et va le publier sur son compte ou va l'envoyer à quelqu'un. Donc, ça change rien que ce soit un compte privé ou un compte public. Mais je suis d'accord avec elle. Tout le monde a les réseaux. On va dire sur dans l'endroit où nous sommes, qui n'a pas de réseaux sociaux? Tout le monde passe au moins 3 heures. En majorité, tout le monde passe énormément de temps sur les réseaux. Nous, on nous like, et puis ça se passe comme ça. On veut se faire valider par les autres, et on valide les autres, et on veut ressembler aux gens qu'on aime, aux gens qu'on admire, qui sont les stars, les influenceurs. Donc on se crée cette identité-là. Oui, quand on choisit de ressembler à quelqu'un, du coup, on choisit notre identité parce qu'on l'a choisi de quelqu'un, parce que je peux très bien choisir mon identité de toi, de elle, de n'importe qui. Ce sera moi qui va choisir l'identité que je veux prendre. Donc, au final, on garde notre identité. Et j'allais dire, du coup, comme vous pensez que les réseaux sociaux on ne peut pas trop s'informer, vous êtes pour la télévision. Donc, on s'informe plus sur la télévision que sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. C'est une question. La majorité des gens ont des réseaux sociaux. Tout le monde a cette identité-là de se montrer meilleur que soi. On va dire sur les réseaux, je vais poster une photo, je serai belle avec plein de filtres, etc. Alors que dehors, je fais pas d'effort, on va dire. Alors, si je comprends bien, Esma, ce que tu mets en avant, c'est une nouvelle idée, c'est celle de dire qu'on est esclave parce qu'ils nous sont nécessairement imposés, ces réseaux sociaux, aujourd'hui. C'est ça que vous portez. Alors du coup, peut-être que les filles, vous allez pouvoir répondre à ça. Est-on esclave du fait que aujourd'hui, les réseaux sociaux sont partout et effectivement, nous sont imposés? Est-ce que vous sentez ça, et quels arguments pourraient faire opposition à cet argument-là? Donc en fait, encore une fois, personne ne t'empêche de ne pas te faire belle dehors, de ne pas faire des efforts, pas que sur les réseaux sociaux. Donc c'est toi qui choisis de faire ça. Et je connais très bien des personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux, en fait, et c'est un choix. Ils ont décidé de ne pas avoir des réseaux sociaux parce que tout simplement, ils n'aiment pas ou ils ne veulent pas. Donc, c'est pas imposé. Tu peux très bien vivre sans réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on a les mêmes sociabilités quand on est complètement absent des réseaux sociaux? Ça, c'est une question que je soumets à votre réflexion. Et j'en profite pour signaler qu'on va bientôt conclure le débat. Avant de le conclure, on va laisser la possibilité au public de s'exprimer à travers 2 interventions, si vous le souhaitez. Une qui défendrait le pour et une qui défendrait le contre. Voilà, mais peut-être que nos intervenants veulent s'exprimer avant de laisser la parole au public. Tu veux venir sur scène, tu veux bien? Oui, ok. Bonjour déjà. Du coup, moi je suis ici pour défendre le contre et merci. Et je pense que oui, effectivement, ça peut avoir un mauvais impact sur la société, etc. Mais derrière, ça nous permet de pouvoir beaucoup discuter avec le monde, se rapprocher des gens, pouvoir justement, oui, effectivement, faire des dons pour les associations, l'environnement, les animaux, etc. Aussi de compléter certaines recherches parce que parfois, la police a besoin justement d'aide et ça peut aussi les aider grâce à nos informations. Parce que certaines choses peuvent rester aussi dangereuses, mais bon, malheureusement, comme dans le vrai monde, il y a plein de personnes malveillantes qui peuvent nuire à notre vie et à notre entourage, etc. Mais ça, c'est logique, en fait.
Donc les réseaux, je pense que ça apporte quand même comment dire ça, un certain support à toutes nos questions, ou aussi ça peut nous permettre, justement, comme j'ai dit, de se rapprocher des gens, de venir un peu plus vers eux avec une certaine facilité. Même si effectivement c'est derrière un téléphone, il y a des personnes qui sont extrêmement antisociales, on va dire. Et moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où est-ce que c'était plus facile pour moi de parler aux gens avec justement des messages ou des photos que d'aller les voir dans la vraie vie. Bien sûr, derrière, ça peut être triste à voir. Derrière, j'allais quand même les voir en face, mais c'était beaucoup plus facile pour moi de me rapprocher de quelqu'un grâce au réseau que en face à face. Parce que avec les réseaux, par exemple, si jamais on parle de voyage, tout de suite, ça va être tiens, regarde, je vais te montrer, ça c'était super joli, puis j'ai fait ça, ça, ça. Ou alors une question qu'on se pose dans une discussion, etc. Ça peut aussi nous permettre de faire une recherche sur Google pour obtenir plus d'informations et plus de détails, etc. Même pour l'école aussi. L'école aussi, des fois, si on ne comprend pas quelque chose, on va aller regarder la définition. C'est beaucoup plus simple. Même si jamais on pourrait prendre plus de temps à aller chercher de nous-mêmes dans des livres, etc., c'est quand même plus pratique. Puis les réseaux ont aussi servi à mettre fin à beaucoup de tabous par rapport aux LGBT, même aussi par rapport aux femmes, sur plein de clichés qu'il y avait dessus. Même les hommes, c'est pareil, parce qu'ils en font aussi partie, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont aussi là-dedans. Il y a plein de tabous et de clichés qui ont été abordés et qui ont permis aux gens de se sentir un peu plus rassurés eux-mêmes, parce que grâce à ça, ils se sentaient mieux dans leur peau. Donc beaucoup de gens se créent une image, certes, mais la plupart, c'est juste parce que c'est comme ça qu'ils se sentent vivants, tout simplement. C'est leur manière à eux de dire que ils existent et qu'ils sont uniques, tout simplement. Merci Maëlys. On va laisser la possibilité à la position adverse de s'exprimer. S'il y a quelqu'un du public qui veut défendre la position adverse. Public? Non? Kim? Ou Enzo? Ok. On laisse Enzo nous rejoindre. Donc ça va servir un peu de conclusion et de ce que j'en tirais. On a surtout établi le fait qu'on était bien esclave des réseaux sociaux. La plupart de nos arguments, c'était sur les réseaux sociaux. Donc on a vu qu'on était quand même dépendants. Et c'est ce qui pose problème en ce moment. C'est qu'il y a quand même un choc générationnel avec les autres générations. On est la Gen Z et on a grandi avec Internet. Et donc on voit bien que déjà dès bébé, il y a des enfants qui regardent des vidéos sur YouTube ou autre chose. Donc on a quand même cette facilité pour être s'implémenter dans les réseaux sociaux. Et c'est ce qui pose problème. Et ce qui est pour moi le fait qui donne que nous sommes esclaves des réseaux sociaux. Voilà. Merci Enzo. Je rigole. Merci beaucoup aux participants de part et d'autre et dans la salle. Vous avez été extrêmement actifs avec les ardoises. Ça ne s'est pas forcément vu pour les personnes qui étaient de l'autre côté des écrans, même s'il y avait quelquefois des captations qui montraient ça. Donc le débat a été très riche en arguments, contre-arguments, beaucoup d'exemples qui venaient des dossiers qu'on vous a proposés ou pas. Vous avez aussi apporté beaucoup de matière qui venait de votre propre expérience, de votre connaissance des réseaux sociaux et puis de votre identité, de vos identités en formation. Ce que je retiens de l'échange contradictoire, alors c'est vrai que chaque équipe a tenté de faire valoir ses arguments, son point de vue. Ce qui semble ressortir vraiment, c'est que l'identité, à travers les réseaux sociaux, trouve une nouvelle dimension. Est-ce qu'elle est foncièrement différente? Est-ce que les questions sont complètement nouvelles? Pas toujours. On a souvent voulu rappeler que ce qui se passait sur les réseaux était finalement un prolongement de ce qu'on voyait dans la société, mais avec quand même des infléchissements particuliers. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont un espace, c'est ce que vous avez fait ressortir aussi, très ambivalent. Sur les réseaux sociaux, quand on s'exprime, on se sent beaucoup plus en sécurité. Et en même temps, on est beaucoup plus exposé.
quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, on est quelquefois beaucoup plus libre de ce qu'on dit. Et en même temps, c'est une liberté qui peut se retourner contre nous, du fait des propos qu'on va recevoir, ou du fait aussi des conséquences qu'il y aura éventuellement à assumer, des actes et des paroles qu'on aura tenues sur ces réseaux. Donc, ce qui semble certain, c'est que pour la génération Z, mais pour toutes les personnes qui, actuellement, font face aux réseaux sociaux, il y a une nécessité d'apprendre à maîtriser ces réseaux. Maîtriser au sens où, effectivement, vous l'avez rappelé, il y a aujourd'hui 60% de la population mondiale qui est sur les réseaux. Alors, il faut se demander quand même, qu'est-ce que ça dit des 40%? N'ont-ils pas d'identité? Quelle est leur identité si elle n'est pas sur les réseaux? Mais pour les personnes qui sont sur les réseaux et toutes les personnes qui ont à vivre avec ce nouvel outil, ce nouveau dispositif, eh bien, il faut apprendre, pour ne pas être esclave, à être maître de ce qui s'y passe. Maîtriser, ça veut dire acquérir des savoir-faire, des compétences qui sont des compétences non seulement techniques, mais aussi savoir comment on se rapporte aux autres et à soi-même à travers les réseaux sociaux. Je pense que cet après-midi, on a eu beaucoup de pistes pour pouvoir déployer nos identités sur les réseaux et pour que chacune et chacun y trouve matière à se rencontrer sur ces identités à construire. Donc merci beaucoup pour les échanges et pour la discussion. Et puis on va prolonger ça autour d'un petit goûter pour ceux qui restent. Alors je voulais juste ajouter un mot. L'exercice n'était pas facile et bravo du coup aux élèves qui s'y sont prêtés, parce qu'en plus on leur a imposé, pour les gens qui nous regardent, d'être pour ou contre. Et du coup, les camps se sont décidés à la dernière minute et c'est vrai que c'est aussi l'intérêt de cette décision, c'est que du coup vous avez défendu bravement et vous avez pris votre camp vraiment, et du coup ça c'était intéressant parce que au départ les élèves ont travaillé effectivement sur les deux, le pour et le contre. Donc après de devoir défendre un seul camp, c'était pas si évident, donc bravo, parce que c'était un exercice un peu difficile, et bravo au public effectivement, comme tu le disais, qui a beaucoup participé, et aux enseignants qui sont avec nous aussi. Merci.